Deuxième débat avec les étudiants ici à l'université d'Ouagadougou. On accueille Farida, Nadine et Rachid et on va parler avec ces trois étudiants des réseaux sociaux et notamment de toutes les déclinaisons possibles, notamment en termes de prostitution, mais aussi de fracture numérique, des questions évidemment d'accès aux réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez que le monde a été chamboulé depuis l'émergence de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication en Europe, mais aussi évidemment en Afrique, notamment en Afrique, parce que c'est un pays dans les pays en voie de développement, les nouvelles technologies sont très prisées parce que justement elles aident à changer les choses beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre et en tous les cas d'analyser avec nos trois étudiants. On va commencer d'abord par Farida. Farida, quelques mots. Est-ce que vous êtes par exemple une adepte des réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes souvent connecté? Est-ce que ce sont des outils qui sont aujourd'hui les vôtres en tant que jeune burkinabé, mais surtout aussi en tant que jeune étudiante en journalisme? Bonsoir et merci pour la parole. Bon, il faut dire qu'au Burkina Faso, quand on parle de réseaux sociaux, c'est surtout Facebook et WhatsApp, mais WhatsApp qui est plus une application. Donc, avec la rupture, je peux dire, il y a moins de fractures numériques maintenant, les gens ont plus accès à la connexion et tout. Donc, les jeunes surtout se tournent vers les réseaux sociaux, même pour s'informer et tout. Donc, c'est vraiment difficile actuellement de ne pas être présent sur les réseaux sociaux et de ne pas comment dirais-je, et si tu essaies d'être renfermé, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Donc du coup, c'est vrai que c'est un phénomène de mode, mais il y a beaucoup qui sont obligés d'être là-bas aussi pour être un peu dans la société. Mais vous, par exemple, Farida, vous souvenez de la période où vous avez découvert Facebook, WhatsApp, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans votre habitude que ça renvoie peut-être à des moments de votre vie dont vous n'avez plus forcément le souvenir? Moi particulièrement, contrairement aux autres jeunes, moi j'ai intégré Facebook et WhatsApp après mon baccalauréat. Donc c'est surtout après ça, il y a un de mes cousins qui m'a un peu forcé à ouvrir un compte et tout. Et maintenant je suis un peu plus accro que lui-même. Donc c'est surtout après mon bac que j'ai intégré les réseaux sociaux. J'étais plus message simple, appel simple. Nadine, vous êtes aussi, j'imagine, sur Facebook? Ah oui, bonsoir. Pour quel objectif? Qu'est-ce qui vous apporte au fond tous ces nouveaux médias? D'abord, c'est comme elle l'a dit, les réseaux sociaux tels que Facebook sont dans les habitudes des Burkinabés, particulièrement de moi aussi. Parce que j'y vais généralement pour prendre des informations, pour causer avec des amis qui ne sont pas forcément au Burkina Faso. Donc en réalité, pour moi, c'est m'informer. Et peut-être des achats aussi souvent, via Facebook. Est-ce que ça veut dire que vous êtes davantage sur Facebook que devant la télévision ou en écoutant la radio? Est-ce que vous avez finalement fait ce choix d'opter uniquement pour ces réseaux sociaux au détriment de ce qu'on appelle les médias classiques? Non, pas vraiment. Je reviens, parfois j'écoute la radio, je suis la télévision, mais Facebook c'est un peu plus rapide en fait. Et tu n'es pas obligé d'attendre l'heure du journal pour avoir des informations. Sur les réseaux sociaux, les activistes en parlent. Dès qu'une personne a l'information, voilà, il lance l'information sur Facebook et tu as accès à l'information. Tu n'es pas obligé d'attendre le journal ou les flashs d'informations pour t'informer. Et autour de toi, par exemple, Nadine, les jeunes de ton âge, étudiants ou pas étudiants, est-ce qu'ils ont les mêmes pratiques de consommation de l'information uniquement via les réseaux sociaux, ou est-ce que il y a quand même malgré tout une partie de la jeunesse burkinabé qui, elle, reste sur les médias dits classiques aussi pour des problématiques financières? J'ai pas fait d'études pratiques, mais je sais que beaucoup, en tout cas, sont plus sur les réseaux sociaux. La télévision, généralement, on laisse ça aux parents. La télévision, la radio, c'est à eux, voilà. Mais comme nous, on est jeunes, on préfère se référer aux réseaux sociaux. Donc, vous allez voir, on n'est pas obligé souvent d'aller à l'école pour pouvoir l'utiliser. Même les commerçants qui sont pas à l'école, eux tous, ils s'informent sur les réseaux sociaux. Rachid, donc vous êtes étudiant en journalisme. Oui. À l'instant, Nadine dit je fais confiance aux réseaux sociaux, je m'informe plus vite. Est-ce que ça pose des questions, ça, pour le journaliste que tu seras dans quelques mois dans la vie professionnelle, parce que on l'a bien vu, que ce soit Farida ou Nadine, on voit bien que la population va s'informer davantage sur les réseaux sociaux et beaucoup moins dans les médias traditionnels. Est-ce que toi, ça te fait réagir en tant que futur journaliste? Naturellement. Je pense que, à mon sens, c'est vrai que les réseaux sociaux sont un moyen rapide de s'informer,
Mais il ne faut pas occulter un autre aspect qui consiste au fake. Parce que sur les réseaux sociaux, naturellement, il y a des fake news. En fait, les réseaux sociaux, c'est une plateforme pour s'exprimer. De nombreuses personnes qui n'ont pas l'occasion généralement de s'exprimer sont capables d'inventer souvent quelques, je dirais pas scoop pour faire le buzz, sont capables de faire de la désinformation juste pour pouvoir avoir un peu de visibilité. Alors, en tant que le citoyen qui s'informe continuellement sur le réseau social est en proie à des risques, risque forcément de tomber sur des fake news. Et une fois qu'il a cette mauvaise information, naturellement, elle n'est pas productive. Un avantage aussi des réseaux sociaux, c'est que c'est la rapidité. Parce que vraiment, beaucoup de médias ont des plateformes numériques et c'est l'instantané en fait. L'activité se passe, un événement peut se passer et sur le champ, en fait, à l'instant T, il y a des images, il y a des sons et tout le monde est au courant. Et bon, c'est comme si toute la population participait à l'événement. C'est aussi un avantage. Mais est-ce que c'est pas la fin finalement des journalistes avec le travail habituel qu'ont toujours fait les journalistes, c'est-à-dire d'aller chercher l'information, de la vérifier, de la traiter, de la transmettre? Est-ce que ces pratiques-là sont en train de disparaître au profit d'une pratique instantanée, vive, rapide, avec le risque justement des fake news et le risque d'avoir une surabondance d'informations sans que le public ne sache le vrai du faux? Est-ce que par exemple toi, Farida, c'est quelque chose qui te pose question? Parce qu'encore une fois, je répète, nous sommes ici dans une université, vous avez eu une formation de journaliste et vous allez aller dans quelques mois dans le marché du travail, et donc c'est une question qui va être devant vous. En tout cas, il va falloir y répondre. Tout à fait. Le sujet paraît inquiétant, mais moi je ne pense pas que ça va faire disparaître le journalisme, parce que quand la radio est venue, on s'est dit que la presse écrite va disparaître. Quand la télé est venue, on s'est dit que la radio va disparaître, ainsi de suite jusqu'à l'avènement même de l'internet. Mais jusqu'à présent, les journalistes existent. C'est juste la manière, les procédés qui changent, et il faut juste s'adapter au changement. Et il y a des médias en ligne qui vivent bien et qui font vivre aussi certaines personnes. Donc il faut juste une capacité d'adaptation, de voir, de prévoir, de voir comment dans 50 ans ça sera, et en fonction de ça adapter les choses. Par exemple, ici nous on a une formation, je dirais, complète dans tous les domaines, dans le numérique, la radio, la télévision, la presse écrite. Donc quand tu sors, tu choisiras où tu veux aller, et c'est en fonction de ça que tu vas t'adapter. Donc moi je pense pas que, parce que Facebook, il y a beaucoup de, même les internautes, ils se posent la question des sources et tout. Donc même quand tu regardes sur Facebook, tu attends le journal pour avoir la confirmation. Donc c'est pas une question, ils se réfèrent pas juste aux réseaux sociaux. Tu veux dire par là, Farida, qu'au fond, une information que l'on reçoit par Facebook, on cherche malgré tout encore à la confirmer par le média journal, classique. Voilà. Moi j'ai l'impression, venant de Bruxelles, que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai l'impression qu'il y a une telle défiance du public européen vis-à-vis de ces médias, que au fond les citoyens européens font davantage confiance aux réseaux sociaux, font davantage confiance finalement à une information qui vient de leur propre réseau, parce qu'il y a effectivement cette fracture entre eux et les médias classiques. Mais au Burkina, c'est pas ce que je ressens, parce qu'on a tellement eu des situations où les réseaux sociaux ont entraîné des situations de mensonges, que même quand on reçoit l'information, on attend quand même la confirmation d'un média officiel pour être sûr. On peut déjà, c'est vrai que les gens ils partagent beaucoup les informations comme ça, au cas où c'est vrai que eux ils aient été les premiers à les partager, mais au fond après ils vont vérifier pour voir si c'est vraiment avéré. Nadine, vous êtes donc étudiante en journalisme, donc j'imagine que dans votre famille, dans votre entourage, tout le monde sait que vous allez devenir journaliste. Je pense qu'ils en tirent une certaine fierté aussi. Qu'est-ce qu'ils disent justement de ce choix
qui est le vôtre, de devenir journaliste? Est-ce que c'est encore un métier qui a une bonne presse, si je peux me permettre, une bonne image, ou est-ce que c'est un métier qui malgré tout est remis en cause parce que aujourd'hui on est capable d'avoir de l'information ailleurs que dans les médias dits classiques? Bon, d'abord, j'aimerais dire que c'est vrai qu'on s'informe sur les réseaux sociaux tels que Facebook, mais en réalité, on n'a pas confiance à ceux qui s'y trouvent. On se dit que le journaliste a reçu une formation, il sait comment traiter l'information et la donner étant juste. Ça fait que sur les réseaux sociaux, on a l'information, il la donne, mais pas avec justesse ou des informations, des preuves, quoi. Donc, ça fait qu'en quelque sorte, on les écoute, mais on ne les croit pas totalement. On attend l'information officielle pour confirmer ce qu'on a. Maintenant, parlons de journalisme, l'image de journaliste. Et moi, particulièrement, j'ai été encouragée par ma famille. C'est vrai qu'au départ, les parents avaient un peu de recul face à ce métier, parce qu'ils disent que c'est un monde qui est un peu dangereux. Voilà, donc j'ai été souvent interpellée. Attention, c'est un monde où il faut faire beaucoup attention. On a vu des journalistes qui se sont fait tuer. Il va falloir agir avec beaucoup de précautions. Voilà. Et donc ça ne vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé parce que ici, j'ai l'impression qu'au contraire, on m'aime et on essaie de m'interpeller sur le comportement que je dois avoir après en tant que journaliste. Mais pourquoi on doit se méfier, on doit faire attention en tant que jeune journaliste, parce qu'on peut se faire tuer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le journaliste peut devenir une cible dans une société? Il y a des informations que certaines personnes ne veulent pas entendre. Je veux dire en politique notamment. On a vu le cas de Norbert Zongo qui s'est intéressé à des sujets qui touchaient le pouvoir, l'ex-pouvoir en place, et ça lui a coûté la vie. Donc en quelque sorte, ce sont des informations comme ça qui peuvent... Voilà. Rachid, toi tu penses que le journalisme est encore un métier dangereux aujourd'hui? Oui, le journaliste c'est bel et bien un métier dangereux, parce que naturellement, le journaliste d'investigation est une épine dans le pied, par exemple, de certains politiques. Parce que là où peut-être la gendarmerie ou d'autres personnes vont les signer, le journaliste a un devoir de redevabilité envers le peuple. Et compte tenu, par principe, pour ce devoir, le journaliste part à la recherche de l'information et met cette information à la disposition de la population. Donc, étant donné, bien entendu, il y a toujours bel et bien des mafias quelque part. Si tu es un journaliste, tape un peu chute sur la mauvaise termitière, naturellement, il peut avoir des représailles. Mais bon, je dirais que depuis un certain nombre d'années, la tendance, la violence vis-à-vis des journalistes a beaucoup diminué. C'est plus comme dans l'ancien régime où effectivement, feu Norbert Zongo a été lâchement brûlé pour avoir fait des dossiers, écrit des articles sur certaines multinationales ou certaines mines ou en tout cas révéler certains secrets. Actuellement, c'est beaucoup plus relax, mais n'empêche que la précaution est de mise. Alors on parle beaucoup puisque nous sommes entre journalistes et donc on parle forcément de notre profession vis-à-vis donc de ces nouvelles technologies et donc de ce que cela implique dans nos façons de faire et de travailler. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi d'autres champs d'activité, d'autres secteurs dans lesquels des gens se sont impliqués, notamment le commerce, la culture, la cohésion finalement, la rencontre avec les autres. Et en préparant ces émissions, vous m'aviez parlé justement de finalement la prostitution aussi dans les réseaux sociaux. Alors évidemment, lorsque il y a une vingtaine d'années, le web s'est développé, la pornographie, par exemple, sur le web est une production assez importante. Comment les choses se passent ici au Burkina? Est-ce que effectivement les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, sont utilisés aussi pour ce type de pratique, ou est-ce que ça reste marginal? Alors, qui peut réagir? Nadine. Je vais me lancer la première. Et le phénomène de prostitution existe bel et bien au Burkina Faso, sur les réseaux sociaux particulièrement. Mais là, on a l'impression que c'est un peu plus répandu. Parce que, et la pornographie s'y retrouve, et les contacts entre parenthèses, ceux qui se prostituent et les clients sont plus remarquables.
Vous allez par exemple voir sur Facebook des profils de femmes ou d'hommes carrément nus qui proposent des services à la clientèle avec des prix donnés. C'est possible également d'avoir une vidéo pornographique à l'échange d'une somme. Donc partout ailleurs, surtout au Burkina Faso maintenant, ça se passe effectivement. Il y a de la prostitution en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont accéléré des pratiques qui existaient déjà, ou est-ce que ces pratiques sont nées parce que les réseaux sociaux les facilitent? Non, ça a accéléré plutôt le phénomène parce qu'avant on remarquait que c'était les abords des routes et derrière les maisons que ceux qui se livrent à la prostitution racolaient les clients. Mais maintenant, c'est possible de les voir encore sur ces voies, mais ça a diminué. Et quand ça diminue, tu as l'impression que le phénomène est en train de mourir. Pendant ce temps, le phénomène prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Parce que là, il y a beaucoup plus d'avantages. La prostituée, elle a beaucoup de chances de ne pas se faire reconnaître. Donc ça fait qu'automatiquement, elle crée son profil et derrière, elle vend sa marchandise sans problème. Notamment pour le client également. Il est sur les réseaux sociaux, il achète la marchandise sans problème. Voilà. Est-ce que dans les familles, dans les débats, dans les écoles, ce sont des choses qui sont posées dans les discussions, ou est-ce que c'est un tabou? Moi, je dirais que comme même la prostitution qui existait avant, c'est un tabou. Les gens n'en parlent pas, les gens préfèrent ne pas savoir, ne pas être au courant. Il y en a qui ne le savent pas, il y a des familles qui ne le savent pas, mais il y en a qui le savent et qui se disent, bon, ça concerne toujours les autres, mais eux, ça les concerne pas. Donc, il y a ce problème-là. Et par rapport à la prostitution même en ligne, c'est que de plus en plus, ce n'est pas forcément des prostituées des trottoirs qui étaient là-bas. Ce sont des filles comme tout le monde qui sont chez elles et qui se disent, bon, maintenant, il y a ça, je ne suis plus obligée d'aller. Je voulais peut-être faire ça, mais le fait d'aller s'arrêter au trottoir me dérangeait. Donc, je reste chez moi, je cale mes rendez-vous et je gère mes clients. Donc, ce n'est plus forcément les prostituées c'est pas forcément les prostituées qui étaient sur les trottoirs qui se sont déportées là-bas, mais ce sont les amis qu'on a, un peu tout le monde. Il y a certaines filles qui le font comme ça et qui ont une vie normale, qui sont peut-être, je sais pas, qui sont des travailleuses normales ou des étudiantes, des élèves. Donc ce n'est pas forcément des prostituées du trottoir. Mais ça dit quelque chose, en tout cas. Il faut trouver une explication à la prostitution, qu'elle soit en ligne ou dans les pratiques, je dirais, traditionnelles. Ça dit quelque chose de la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que au fond, on pourrait penser que la prostitution est liée aussi à la question de la pauvreté du pays? Bon, naturellement, la prostitution, comme on le dit, c'est le plus vieux métier du monde, hein. Et je trouve que la prostitution peut être liée à la pauvreté du pays. Je pense que partout dans le monde, il y a bel et bien des prostituées. Il y a de la prostitution de luxe, certes, mais beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles se livrent à cette pratique. Et cela justement, et cela devant les autorités. Et ces autorités n'agissent pas, ils ne prennent pas des responsabilités face à cette pratique. Et le phénomène qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, et là, c'est de mal en pis carrément. Parce qu'avant, au moins, sur les trottoirs, il fallait être plus ou moins courageux pour se lever et aller vers, il y a certaines avenues, par exemple au Burkina, où si tu pars par là-bas la nuit, on sait ce que tu pars faire souvent. Mais sur les réseaux sociaux, en fait, c'est un terrain neutre. Les publications viennent et tu es obligé de voir cette publication. Tu n'as pas le choix en fait. C'est vrai que tu peux zapper, tu peux passer rapidement, mais toujours est-il que il y a cette tentation. Et il y en a qui sont pas motivés par simplement l'argent. Il y a d'autres personnes qui sont plus ou moins sur le plan social. Il y a d'autres personnes qui sont un peu, je dirais, habituées à certaines sensations fortes. Et faute de l'avoir, puisqu'il y a certains trucs qui sont des tabous dans notre société naturellement, tu peux pas demander à un jeune moussi de faire ça, un jeune bizarre de faire. Il va te dire que peut-être c'est contre sa tradition et sa culture. Et certaines femmes qui ont envie de sensations fortes, souvent se livrent à cette prostitution
et bon, pour pouvoir assouvir leurs désirs. Nadine, je te voyais réagir, tout ça. Oui, il a abordé un sujet un peu très intéressant. Il a dit que pour le racolage, c'est pas forcément ces mêmes personnes-là qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Et le problème ici, c'est qu'on ne peut pas forcément recadrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que le racolage en tant que tel, il est interdit au Burkina Faso. Mais sur les réseaux sociaux, il y a une autre forme de prostitution qui est là. Forcément, on ne voit pas la personne qui le fait. On ne sait pas si c'est son proche ou pas. Donc, la question qu'on se pose actuellement, c'est comment interdire le phénomène de prostitution sur les réseaux sociaux. C'est quand même dangereux. Sur Facebook, il n'y a pas que des adultes de 20 ans. Il y a des enfants qui ont 14 ans, qui ont 12 ans, qui ont accès à cette information et qui ont la possibilité de prendre même rendez-vous avec des prostituées ou peut-être de se payer des vidéos pornographiques. Et c'est tout le danger de la prostitution actuellement au Burkina Faso. Sinon, le racolage, on sait qu'il est interdit. Merci beaucoup, on va s'arrêter là puisqu'on s'était promis de faire cette interview pendant une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Farida, Nadine et Rachid d'avoir accepté de monter cette interview sur la question évidemment des réseaux sociaux et de sa déclinaison dans la société, notamment à travers ce thème de la prostitution qui est visiblement un thème sur lequel j'imagine que vous allez travailler à la sortie de l'université. Merci beaucoup.